Dans le podcast de cette semaine, je rencontre David Le Prunenec, neuropsychologue spécialisé dans l'entraînement cognitif sportif afin de comprendre comment le sport agit sur le cerveau et la mémoire. Il nous partage les résultats de recherche et ses conseils pratiques pour mettre cela en place avec les jeunes. Ça t'intéresse? Alors rejoins-nous pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer David Le Prunenec. Alors David, il est neuropsychologue, il a un cabinet de neuropsychologie, il mène de la recherche sur les fonctions exécutives et l'activité physique et il va venir nous parler aujourd'hui du sport et le lien entre le sport et l'apprentissage et le cerveau. Donc on va rentrer dans le vif du sujet directement avec David. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et de partager en tout cas toutes les recherches que vous menez sur le sujet. Merci à vous de m'avoir invité. C'est vrai que c'est un sujet, passionnant sur lequel je travaille, tous les jours, donc ravi de pouvoir, répondre à vos questions. Génial. Alors, ma première question, ce serait de savoir comment est-ce que le sport, alors on sait, on a énormément de jeunes dans nos classes qui font beaucoup d'activités sportives. Comment le sport agit en fait sur le cerveau, sur la mémoire? Je crois que l'activité physique, on parlera plus d'activité physique, parce que ça englobe, des choses plus différentes que le sport uniquement. Mhm. L'activité physique, ça peut être le fait simplement de se dépenser, de marcher, par exemple, et l'activité physique va agir sur le cerveau, avec principalement 2 mécanismes, complémentaires. Principalement une augmentation de la circulation sanguine dans le cerveau, qui va apporter une oxygénation plus importante des zones du cerveau, et il y a un deuxième mécanisme, qui est associé, heu, qui consiste, en ce qu'on appelle la production du BDNF. C'est un c'est un précurseur de la croissance des neurones, et c'est quelque chose qui est libéré dans le cerveau lorsque l'on pratique une activité physique. Et ce précurseur-là va engendrer la création de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc le cumul de ces 2 mécanismes qui se produisent lorsque l'on pratique une activité physique, va conduire à la création de nouveaux neurones et à une oxygénation, plus importante, qui vont rendre les fonctions cognitives plus efficaces. Quand on se demande, quelles sont les fonctions cognitives qui sont les mieux améliorées par l'activité physique, bon, il y en a plusieurs, mais la plupart des recherches portent surtout sur la concentration et les fonctions exécutives. Et ce sont vraiment ces fonctions-là qui vont, être améliorées, par la pratique de l'activité physique et qui elles-mêmes vont avoir des conséquences positives sur les autres fonctions cognitives, comme la mémoire notamment. Ok. Super intéressant. Donc, on voit déjà dès la réponse à cette première question l'importance en fait de l'activité physique pour tout le monde en fait, pour nos jeunes évidemment, mais pour les adultes également. Vous menez des recherches. C'est quoi les principales études ou observations de terrain qui ont montré ce lien euh, que vous venez d'expliquer? Alors il y a depuis un certain nombre d'années, il y a vraiment beaucoup d'études qui se sont intéressées aux bénéfices des activités physiques sur le fonctionnement du cerveau. Ce sont principalement des études dans lesquelles on mesure les capacités de mémoire, par exemple, ou les capacités de concentration avant la pratique d'un exercice, puis après la pratique de cet exercice pour constater les évolutions et voir si l'exercice physique a engendré une amélioration. Il y a aussi d'autres types d'études dans lesquelles on va comparer des groupes. Un groupe, par exemple, qui produit une activité physique, comme du vélo, et un autre groupe d'enfants ou d'adultes qui ne produit aucune activité physique, et on va regarder si, il y a des effets spécifiques sur le groupe qui était le plus actif. Donc ça fait vraiment plusieurs années que des études s'intéressent à cela, et depuis quelques années, les études s'orientent, un peu plus, non pas sur la quantité d'activité physique qui serait nécessaire, mais aussi sur la qualité, c'est-à-dire sur le type d'activité physique qui sont le plus susceptibles de produire des améliorations au niveau cognitif. Et on a pu Donc c'est identifier ça les vraiment le types cœur de mon d'activités? sujet. Et le type d'activité, pardon? On a pu identifier le type d'activités qui étaient les plus Oui, pertinentes? oui, tout à fait, alors il faut une activité qui soit, on dit plutôt modérée à vigoureuse, donc une activité physique qui soit assez intense. Donc là, on est plutôt sur la quantité, et sur la qualité, l'activité physique qui va le plus impacter le fonctionnement cognitif, c'est soit l'activité, qui fait appel à des capacités motrices un peu plus complexes, comme le fait de lancer, viser, attraper, Ok.
l'équilibre également, la coordination et enfin, de façon plus récente, ce qui a été découvert, c'est que l'activité physique qui fait appel aussi à des activités cognitives simultanées va engendrer des effets beaucoup plus efficaces sur le cerveau et sur les fonctions cognitives. Donc ça veut dire des activités où on a, une forme de réflexion, où on a une stratégie qu'on va devoir penser, réfléchir, pour mener à bien l'activité? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on parle d'activité double tâche Mmh. ou d'activité cognitivo-motrice ou d'entraînement cognitivo-moteur. C'est le fait de demander aux enfants ou aux adultes de pratiquer une activité physique tout en, réalisant des exercices cognitifs. Donc par exemple, des exercices de concentration ou de mémoire Mmh. et le fait de faire les 2 choses en même temps, ça va avoir un impact plus important sur l'amélioration des fonctions cognitives que si on menait uniquement une activité physique seule, sans tâche cognitive. OK, super intéressant donc et oui, on voit qu'il y a quand même des activités alors qui sont plus ouais, ça veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, mais on voit que ça a plus Mmh. d'impact. Heu, Au niveau de la régulation, pardon, émotionnelle des élèves, en quoi le mouvement va favoriser, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup, les enseignants, c'est d'apprendre à gérer aussi les émotions. On sait qu'enfant ou adolescent, c'est parfois compliqué, et de plus en plus, on essaye d'intégrer le mouvement dans nos classes. Il y a beaucoup de petites initiatives qui sont mises en place par les enseignants. C'est quoi le lien, entre mouvement et régulation émotionnelle? Il y a plusieurs niveaux d'explication. C'est vrai que le niveau d'explication le plus simple, c'est le fait d'imaginer tout simplement que plus les élèves peuvent bouger et se dépenser, moins ils seront tendus, plus ils seront libérés émotionnellement. Il y a énormément d'études qui ont montré que la pratique d'une activité physique avait des effets bénéfiques sur le stress ou l'anxiété notamment. Mmh. Mmh. Alors il y a des explications physiologiques comme le fait de pratiquer une activité physique, et du mouvement, permet de libérer des hormones, des neurotransmetteurs, qui favorisent un état de bien-être et qui vont aider à conserver un état mental, amélioré à court terme et surtout sur du long terme si la pratique de l'activité physique est régulière. Et il y a une deuxième explication, heu, qui est un peu plus indirecte, c'est le fait que le mouvement va favoriser le développement des fonctions cognitives, comme on vient de le dire, Mmh. et notamment les fonctions exécutives. Et parmi les fonctions exécutives, il y a ce qu'on appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité à contrôler ses émotions, à contrôler son comportement, à résister à une impulsivité. Et donc de manière indirecte, le mouvement va améliorer l'inhibition. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé ça. Et si les enfants présentent une meilleure inhibition, indirectement, ils vont avoir une meilleure capacité à résister à l'impulsivité, à avoir de meilleures relations sociales, à mieux contrôler, leurs propos, et cetera. Donc indirectement, le mouvement va induire une meilleure capacité de régulation émotionnelle, de gestion des émotions, de concentration. Et vous avez des exemples parce que comme je dis, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais après c'est pas toujours évident, d'intégrer le mouvement dans une classe. Parfois les locaux sont assez, étroits. On voit que, bah, il y a certaines activités qui sont plus intéressantes que d'autres. Vous avez déjà des exemples oui, de mouvements, je dirais relativement simples, en tout cas, qui amèneraient le mouvement en classe pour favoriser justement tout ça et qui seraient réalisables? Oui, il y a alors le plus simple, c'est de créer des pauses. Mmh. Il y a des études qui ont bien montré ça, que le simple fait de proposer une pause d'activité physique dans la journée des élèves va vraiment induire une amélioration de la concentration et des performances scolaires. Et indépendamment de ces pauses d'activité physique, on peut aussi imaginer d'incorporer de l'activité physique au même moment que les activités Mmh. pédagogiques. Et donc là, il y a plusieurs, outils possibles, comme des bureaux vélos, par exemple. L'usage de bureaux vélos, c'est le fait de permettre aux élèves de pédaler en même temps qu'ils vont écouter. Ça, on appelle ça de la double tâche. La double tâche, c'est le fait de demander à un élève de faire 2 choses en même temps. Une composante motrice Mmh. et en même temps d'écouter, de raisonner. Et quand on fait 2 choses en même temps, les gens demandent souvent si ça ne va pas au contraire, dégrader la concentration de l'élève. Mmh.
Alors à court terme, oui. Si on fait ça juste une fois, l'enfant va être concentré sur ce qu'il fait au niveau moteur et il sera moins attentif. Par contre, si on crée un entraînement, si c'est assez régulier et que l'usage est fréquent, le fait de faire 2 choses en même temps, deviendra plutôt quelque chose de bénéfique. L'enfant sera plus concentré s'il peut en même temps, avoir un mouvement coordonné. Ça rendra l'apprentissage plus efficace. OK. Intéressant parce que donc ça veut dire qu'il faut pas, abandonner trop vite si on a cette sensation d'une inefficacité au départ, parce que j'imagine qu'il y a une automatisation aussi qui va se faire, par l'habitude aussi de l'activité, Oui, exactement, c'est un peu comme la pratique de l'activité physique en général où on va avoir des effets aigus positifs, mais on recherche surtout un effet sur du long terme. Mmh. Donc dès lors qu'on utilise un nouveau matériel dans une salle de classe, ou qu'on demande aux élèves de faire 2 choses en même temps, pas être surpris si au début, ça crée plutôt de la distraction, mais dès lors que ça devient une habitude, on aura vraiment des effets plus efficaces. Donc c'est un peu comme pour les autres apprentissages, il faut que ce soit quelque chose de cadré et de planifié sur l'année. Ouais. Peu importe l'âge, finalement, l'activité physique, elle a le même impact qu'on soit, un petit enfant, qu'on soit, à l'école primaire, en secondaire ou même en tant qu'adulte? Dire les effets, positifs de l'activité physique ont vraiment été démontrés très tôt chez les enfants, y compris chez les enfants dès l'école maternelle. Heu, il y a aussi des études qui ont montré, par exemple, que les capacités de motricité fine, constatées en maternelle chez un enfant, prédisaient les capacités futures en mathématiques dans les performances scolaires. Ce qui montre un peu le lien entre l'activité physique, les compétences motrices et les futures compétences dans d'autres capacités comme les mathématiques. Ce ne sont pas 2 choses distinctes, il y a vraiment un lien entre les 2. Mmh. Et autre chose pour répondre à votre question, c'est que, heu, quand on produit de l'activité physique, ça va engendrer des modifications au niveau cérébral, qu'on a évoquées, et notamment au niveau de l'activation des régions préfrontales. Les régions préfrontales du cerveau, qui sont responsables des fonctions exécutives, du raisonnement, de la concentration. Et ces régions préfrontales, elles sont particulièrement, en développement, durant l'enfance et l'adolescence. Donc de fait, l'activité physique va être, va nettement favoriser, la cognition des enfants, de cette tranche d'âge, durant l'enfance et l'adolescence. C'est-à-dire la phase durant laquelle, le développement des régions préfrontales est vraiment vraiment très sensible. Mmh. On comp En tout cas, on comprend mieux les effets maintenant, comme je disais, dans la pratique. C'est vrai que, bah, il y a pas mal de questions qui se posent pour pouvoir intégrer ça dans les classes. De plus, en Belgique et j'imagine que c'est la même chose en France, bah, on a, des classes qui sont aussi, de plus en plus occupées par des enfants à besoins spécifiques avec des troubles d'apprentissage parfois importants, parfois multiples. Heu, Est-ce que vous auriez des activités physiques justement qui puissent être adaptées à tous, c'est-à-dire de permettre, même un enfant avec des difficultés motrices de pouvoir malgré tout intégrer le mouvement et est-ce que ça aura le même effet pour lui aussi? Ah oui, et puis, sur les enfants présentant un handicap moteur, faut surtout pas limiter l'activité motrice, dans la mesure où c'est pas uniquement l'activité physique de type courir, par exemple, qui va être efficace. On a aussi vraiment une activité physique, qui peut être bénéfique sur le cerveau lorsqu'elle fait appel à des activités plus complexes, comme le fait de lancer, viser, attraper. Mmh. Donc, imaginons un enfant qui n'a pas la capacité de courir. Le fait de lui proposer une activité avec des jeux, dans lesquels il faut lancer des ballons, cibler, viser des choses, heu, va avoir aussi un impact positif sur le fonctionnement du cerveau et sur l'amélioration des capacités cognitives. Donc, vraiment pas se limiter, par rapport à ça. Et par rapport aux élèves qui ont des troubles des apprentissages, Mmh. ce sont justement ces élèves-là, qui vont bénéficier encore plus des effets positifs de l'activité physique sur les capacités cognitives. Plus plus l'élève présente des difficultés, de concentration, par exemple, comme dans Mmh. le TDAH, Ouais. ou des difficultés de motricité, comme, les enfants qui ont une dyspraxie ou un trouble de l'acquisition de la motricité, de la coordination. Ces enfants-là vont encore plus bénéficier de ce type d'activité. Donc faut vraiment pas s'en priver, et l'idée, c'est de proposer des activités qui soient, motivantes, stimulantes, et sans forcément chercher des choses trop complexes pour ne pas non plus trop les éloigner de situations d'apprentissage. Mmh.
On parlait vous parliez des bureaux vélos qui étaient une possibilité. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. On change aussi parfois les assises pour que ce soit des assises qui soient plus mobiles et qui favorisent peut-être un petit peu le mouvement. On a eu une vague, un peu brain gym aussi où, certains enseignants démarraient, leur journée avec un rituel qui était de l'ordre du mouvement, c'est-à-dire comme, vraiment des mouvements, appris. Votre regard par rapport à ça, ça reste un bon outil puisque l'enfant est en activité physique? Oui, en fait, les séquences de brain gym, en fait, peuvent s'apparenter à de l'entraînement cognitivo-moteur. Dès lors qu'on va demander aux enfants de bouger, de pratiquer une activité physique et comme c'est associé à une composante cognitive, dans le sens où on a de la coordination, des séquences de mouvements qui ont été appris, donc ne fais pas n'importe quoi. Ça s'apparente à de l'entraînement qui stimule à la fois la motricité et les fonctions cognitives. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent, que c'est ce type d'entraînement qui, effectué de façon chronique, va avoir un effet sur le cerveau et sur les fonctions exécutives notamment. Donc ce genre d'activité est vraiment bénéfique. Simplement, si on le fait qu'une fois, on va avoir un effet aigu, c'est-à-dire qu'on va améliorer la concentration dans l'heure qui suit l'activité. Mmh. Si on propose, 20 minutes, tous les matins ou un matin sur 2 dans la semaine, là, on va vraiment avoir des effets chroniques, qui vont apparaître dans les semaines suivantes. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a parfois, enfin moi je l'ai fait par exemple avec des enfants qui avaient, j'identifiais ça comme un trop plein d'énergie, c'est-à-dire ce besoin de bouger et d'être en mouvement et de dire: «Va courir pendant 5-10 minutes et puis reviens». Finalement, j'entends que c'est bien plus intéressant de créer un rituel et quelque chose qui va revenir et qui fait partie intégrante finalement de l'approche, avec les jeunes. Et je pense qu'on peut distinguer la récréation. Mmh. Là, c'est la pause durant laquelle l'enfant va se défouler, va jouer avec ses amis et des activités qui seraient bien plus élaborées, dans lesquelles on Ouais, va c'est ça. demander aux enfants, sur 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, de produire une activité physique, coordonnée, organisée. Et plus ils vont maîtriser l'activité physique, le geste technique qu'on leur demande, plus on va pouvoir leur demander une tâche cognitive simultanée, complexe. Mmh. Donc on peut se bien imaginer un entraînement au début où on leur demande simplement d'effectuer des mouvements, séquencés et dès lors que la chorégraphie, si on peut l'appeler comme ça, est maîtrisée, on va pouvoir commencer à demander aux enfants, de compter en arrière de 2 en 2, par exemple, en même temps qu'ils font la chorégraphie. Là, on va pouvoir leur dire, quand je lève ma main gauche, vous devez effectuer telle séquence. Ou quand je lève ma main droite, vous devez effectuer telle séquence. Ce qui compte à chaque fois, c'est de solliciter, au niveau cognitif, les fonctions exécutives, donc la concentration et ensuite, idéalement, la mémoire à court terme et l'inhibition. C'est vraiment les 2 types de capacités qu'on va essayer de stimuler dans ce type d'entraînement pour les améliorer. Mmh. Il y a des ressources qui existent, pour les enseignants, même pour les parents, d'activités, de types d'activités comme celles qu'on vient de mentionner, des petites choses qui peuvent être, ritualisées dans une classe ou même à la maison, à certains moments? C'est peu développé en fait l'entraînement cognitivo-moteur. C'est un champ de recherche qui est assez récent, heu et c'est le champ de recherche sur lequel je travaille exactement et c'est difficile pour l'instant de comparer les études parce que chaque étude, propose des protocoles très différents. OK. Donc on a du mal à comparer les études entre elles. Donc il y a tout un tas d'exercices, mais il y a pas vraiment de référence ni de livres encore sur le sujet. Il faut essayer de rester sur des choses assez simples et en fait, les enseignants peuvent, imaginer eux-mêmes leurs consignes et leurs protocoles, d'exercices dès lors qu'ils ont bien compris ce qu'il fallait stimuler et les 2 choses à stimuler, c'est bon, la concentration, la mémoire à court terme dont je parlais. Donc Mmh. ça, c'est le fait de demander aux élèves de mémoriser des éléments et de les redonner. On va par exemple leur dire, heu, de mémoriser une série de chiffres et puis de la redire dans le même ordre ou dans l'ordre inverse, par exemple. Et l'inhibition, c'est le fait de demander aux enfants de faire des choses contraires à ce qu'ils ont très envie de faire. Ils vont contre l'impulsivité. Donc on va par exemple leur dire, si je vous montre la couleur rouge, il faudra dire bleu. Si je vous montre bleu, il OK. faudra dire rouge. Que des exercices qui sont un peu contre-intuitifs comme ça, un peu l'inverse d'un réflexe ou d'un automatisme.
Intéressant. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les fonctions exécutives et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je pense que vous avez cité donc, l'attention, la mémoire de travail. Peut-être refaire un petit point sur ces fonctions exécutives pour ceux qui nous écoutent parce que voilà, bien les Oui, reciter, oui, peut-être et refaire le lien direct. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, mais plus concrètement avec l'activité physique, parce que, c'est vrai oui. que c'est intéressant. Les fonctions exécutives, en fait, ce sont les capacités cognitives qui permettent de contrôler son comportement ou son raisonnement, et qui permettent de lutter contre un schéma de pensée un peu automatique. Donc qui permettent de s'adapter à la nouveauté et de raisonner un peu différemment. Donc ce sont vraiment les capacités cognitives, on va dire presque les plus importantes. Elles sont vraiment, elles prédisent, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, qu'elles prédisent la réussite après à l'école ou à l'université et c'est un peu les fondations des autres apprentissages plus complexes par la suite, comme les mathématiques, le Mmh. raisonnement, la planification. Tu as 3 principales fonctions exécutives, la mémoire à court terme, la mémoire de travail plus exactement, le fait de mémoriser des informations, le temps de les traiter. Donc c'est par exemple, le fait de mémoriser les informations que vient de donner l'enseignant à l'oral, tout en y réfléchissant. L'inhibition, c'est la capacité à lutter contre un automatisme ou un schéma de pensée qui se présente spontanément, qui s'impose à nous. Donc c'est la capacité à raisonner un peu différemment et la flexibilité cognitive, c'est la troisième. La flexibilité, c'est le fait de passer rapidement d'un schéma de pensée à un autre, de ne pas rester tout le temps bloqué sur une même façon de faire les choses. Et ces 3 fonctions exécutives-là sont très sensibles à l'activité physique. Elles vont être encore mieux améliorées si on propose, un entraînement, physique qui intègre de l'activité cognitive, c'est ce qu'on vient d'évoquer et le mécanisme qui se produit derrière ça, c'est que, heu, l'activité physique va permettre la création de nouveaux neurones, c'est ce qu'on appelle la neurogénèse. La stimulation cognitive, elle, va permettre de créer de nouvelles connexions entre les neurones, ça c'est la plasticité cérébrale et donc le fait de cumuler les 2 en même temps, ben, on va cumuler ces 2 effets et on va avoir des effets synergiques parce que l'activité physique et l'activité cognitive vont solliciter des régions qui sont similaires à ces 2 pratiques. Ça va créer vraiment un effet synergique au niveau de la stimulation cérébrale. C'est intéressant parce que je fais un lien, mais je sais pas si c'est un bon lien, mais avec, le concept de créativité, quand vous parliez de flexibilité, cognitive. Parce que, moi j'adore aller courir par exemple et j'ai souvent cette impression après avoir couru, d'avoir des idées, qui sont, un peu autres, un peu différentes ou en tout cas plus créatives, que quand je reste à mon Oui, bureau et que finalement j'ai pas eu cette activité sportive où j'ai l'impression de rester finalement dans le même schéma sans être vraiment consciente de ça. Et je me dis quand après l'activité physique, j'ai comme une espèce de clarté de la pensée comme ça qui apparaît assez fréquemment et donc c'est intéressant. Est-ce que cette créativité, j'ai l'impression d'être plus créative après le sport que, je ne peux l'être si je reste à mon bureau? alors oui, c'est très lié dans la mesure où la créativité, ça nécessite 2 étapes. Une première étape un peu intuitive dans laquelle les idées arrivent un peu toutes seules. Donc, je les idées nouvelles apparaissent généralement quand on s'y attend le moins, quand on est détendu ou qu'on pratique du sport ou qu'on fait autre chose. Donc là, il faut laisser les idées arriver librement et la deuxième étape, c'est ensuite, le fait de mettre ces idées en place, de les coordonner pour en faire quelque chose de productif et donc après avoir pratiqué de l'activité physique, les fonctions exécutives sont améliorées, même de façon aiguë, simplement après une séance d'activité physique, durant l'heure qui suit, on va avoir des capacités exécutives plus efficaces. Donc on va d'un seul coup avoir une lucidité plus importante et on va y voir beaucoup plus clair dans ces idées créatives et la façon dont on pourrait les associer, les rendre réalisables. Mmh. Donc oui, et ça joue beaucoup sur la créativité dans la mesure où ça rend la créativité concrète et efficace. Alors, la conclusion semble assez évidente, c'est oui aux activités physiques. Alors on entend oui aux activités physiques et pas alors toute activité physique, je pense, vous disiez, est finalement une bonne chose, même si on a identifié des activités physiques qui pouvaient être encore plus intéressantes ou plus pertinentes. Peu importe l'âge, finalement on aura un effet, qui sera bénéfique. Et vous avez donné pas mal de points concrets, en tout cas d'activités concrètes, pour développer ces fonctions exécutives. De nouveau, peu importe l'âge, qu'on parle d'enfants en classe ou, d'étudiants universitaires. J'insiste parce que
c'est assez, régulier chez nous. C'est qu'en moment de période de blocus, qu'on appelle le blocus, donc les périodes, plus intensives d'études où, les examens approchent et les étudiants s'enferment un peu chez eux. Souvent, on arrête l'activité sportive. Beaucoup de parents, pour les ados qui me disent: ben là, il va plus à son sport puisqu'il faut étudier, il faut travailler». Et donc on laisse un peu ça de côté en disant: «Maintenant, c'est priorité aux études». Heu, Votre conseil, c'est quand même de dire: «Surtout pas», finalement? Oui, c'est vraiment contre-intuitif. En fait, dès lors qu'on considère l'activité physique comme un loisir ou un amusement, on comprend que les gens se disent: «Non, il faut prioriser les études». Si on imagine l'activité physique, comme une pause d'une demi heure qui va, permettre d'aller mieux moralement, de se libérer du stress et d'améliorer ses capacités de raisonnement et de concentration, on comprend que l'idéal, c'est plutôt de structurer son emploi du temps en y incorporant des pauses d'activité physique qui vont vraiment être qui vont être, bénéfiques à tout point de vue, pas uniquement sur l'aspect, détente et amusement. Ouais, c'est ça. Alors, il y avait un point qui m'avait, intriguée, donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus parce que vous avez accompagné des gardiens de but, pour entraîner leur concentration sous fatigue mentale. Je trouvais ça assez intéressant, de se dire, bah, un match de foot, c'est 2 fois 45 minutes. Le gardien de but, il y reste, tout le temps et donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'étais curieuse. Et c'est un autre sujet de recherche sur lequel je travaille, dans les sports collectifs, mais en particulier dans le football. C'est le fait que les capacités cognitives des joueurs de football qui sont très importantes, heu, pour réussir dans ce sport, il faut avoir de bonnes fonctions exécutives. Par exemple, il faut avoir une bonne mémoire à court terme pour mémoriser, les placements des joueurs qui sont autour de nous et il faut avoir de bonnes capacités d'inhibition pour savoir au dernier moment bloquer un geste qu'on avait anticipé, qu'on avait prévu de faire, mais qui n'est plus d'actualité dès lors que les joueurs devant nous sont marqués, par exemple. Et ces fonctions exécutives-là, c'est celles qu'on essaye d'optimiser chez les joueurs de football pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions, plus rapides, plus efficaces, y compris lorsqu'ils sont sous pression ou fatigués. Donc en fait, dans ce type d'exercice, on va évaluer les joueurs, au niveau cognitif et puis on va proposer des exercices qui leur permettent, de garder une qualité technique, donc par exemple de faire des passes très précises, mais tout en réussissant à prendre l'information autour d'eux, à prendre de bonnes décisions et on va les mettre dans des situations où à chaque fois, ils sont obligés de prendre une décision contraire à ce qu'ils avaient anticipé, contraire à ce qu'ils avaient prévu et plus on propose des activités complexes à ce niveau-là, plus ils vont réussir, le jour du match à revoir un jeu qui sera très fluide et qui ne sera pas du tout stéréotypé. Ils arriveront vraiment à prendre, la bonne décision au bon moment, la décision que tout le monde avait vue à la télé, mais que le joueur avait pas eu le temps de prendre, dans le contexte. OK, excellent, c'est super intéressant. Heu, un tout, tout grand merci en tout cas, David, d'avoir partagé, votre expertise, sur le sujet. Alors vous êtes sur LinkedIn, vous publiez pas mal, c'est comme ça que moi je vous ai, découvert aussi et de lire tous les articles que je trouve, super intéressants. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver peut-être les informations complémentaires ou peut-être la suite des recherches aussi, que vous menez? Alors, c'est vrai que j'ai pas mal publié, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde, et en fait, je fais de la recherche maintenant, depuis quelque temps et c'est vrai que j'ai plus trop le temps de publier sur les réseaux sociaux, mais par contre, je commence à publier maintenant des articles scientifiques. Donc si vous recherchez la littérature scientifique, vous trouverez de plus en plus d'articles, qui portent mon nom. Simplement, une publication scientifique, ça peut plutôt, 1 année, là où avant, je pouvais publier quelque chose, 1 fois par mois, par exemple. Mmh. Donc, à suivre au niveau scientifique, avec plaisir pour ceux qui veulent lire mes articles et si besoin, vous pouvez me contacter pour avoir les plus d'informations ou que je vous transfère directement l'article, format PDF, par exemple. On peut partager une adresse mail ou un lien spécifique? Ah oui, mon adresse mail, c'est par là que je communique le plus facilement. Heu, je peux vous la donner à l'oral comme ça si vous Oui, voulez oui, ou oui, comme alors, la ça, trans elle est partagée en tout cas. ouais, d'accord. Alors c'est LEPRUNENEC, donc Le Prunenek David, tout attaché, @hotmail.fr. Génial. Donc,
Merci beaucoup en tout cas, d'avoir, partagé ce sujet, passionnant, et peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser, dans d'autres podcasts ou d'autres échanges. Si à vous, c'était intéressant et j'ai trouvé vos questions très, très intéressantes. J'étais ravi de pouvoir y répondre. Merci beaucoup. De notre côté, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'éducation mode d'emploi. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.